On va continuer, les amis, en plus avec une plutôt belle histoire. Parce que en mai 2024, en fait, on a vu passer un petit tweet. Eh ouais, puisqu'on regarde un peu tout ce que vous nous envoyez. 4 mois plus tard, enfin un peu plus maintenant, on s'est dit qu'avec l'actualité récente sur le spatial, c'était l'occasion de faire venir Whitney, qui avait mis « Je rêve tellement d'aller à Popcorn pour parler d'espace un jour, ça serait fou ». Donc Space Explorer, et qui est Whitney, donc, qui est justement une streameuse absolument connaisseuse et fan d'espace. On avait eu Hugo Lisoire justement qui nous en parlait. On s'est dit que ça pouvait être cool parce qu'il se passe quand même pas mal de choses dans le monde spatial. Petit update, mesdames et messieurs, c'est notre challengeuse de la semaine. Salut Whitney. Salut. Ça va? Let's go. Bienvenue. Hop. Ouais, ça régale de t'avoir là quand même. C'est vrai, avec ce petit tweet et tout, on s'était dit quand même, on a vu ce que tu fais, t'es absolument brillante. On aime bien, justement, on parlait un peu de tout ça, le côté vulgarisation, parce que c'est parfois des domaines dont alors on entend beaucoup parler d'espace quand même, mais on n'est pas forcément tous calés. Et à chaque fois, on aime bien, on se prend un petit shot. Voilà. Quel accueil du chat, les gens sont en mode trop bien, excellent, salut Whitney, etc. OMG. Ça va déjà? Oui, très bien. Merci de me recevoir en tout cas. Vraiment, je suis ravie d'être là. C'est super. Donc, c'est cool. Trop bien. Merci écoute, d'être là, c'est trop bien. T'es la bienvenue. Alors récemment, on a vu, et ça a beaucoup fait parler, la mission du coup Polaris Dawn, qui est donc une mission spatiale où il y a eu des civils justement qui sont sortis dans l'espace à 800 km de la Terre. C'est ça, à peu près. C'est plus que vulgarisé là. Non, en vrai, c'est ça. Donc un peu pour résumer, Polaris Dawn, en fait, c'est une première mission d'un programme spatial civil qui a été mené par l'entrepreneur Jared Isaacman, qui est quelqu'un de très riche, il faut le dire. Et qui a décidé de faire ce programme spatial. Alors, je précise, c'est pas du tourisme spatial du tout. C'est vraiment une mission scientifique. Alors oui, certes, avec des civils comme vous et moi par lui, qui est très riche. Mais on le rappelle, on le rappelle. Voilà, quand même le préciser. Et du coup, ils ont passé 5 jours donc dans leur capsule, dans la Crew Dragon de SpaceX. Et ils ont passé donc 5 jours à faire environ une trentaine d'expériences scientifiques, donc ça n'a pas chômé. Et ils ont fait quelque chose d'historique, c'est-à-dire la première sortie extravéhiculaire. Donc ils sont sortis de la capsule, qui est entièrement civile, donc avec des astronautes non professionnels, donc qui sont considérés comme astronautes officiellement, mais ils sont non professionnels. Voilà, on le voit sur les images. Donc là, on est à combien de... C'est quoi, 700 km à peu près de la Terre là? À peu près, je crois qu'il y avait sur le truc de SpaceX, on ne voit pas bien, mais c'est à peu près ça. Et là, on voit Jared Isaacman en train de faire la sortie, donc il est un peu bizarre. C'est vrai qu'on sent que la main est peut-être un peu bloquée. En fait, c'est tout simplement parce que la combinaison, elle est pressurisée. Donc en fait, là, ils bougeaient pas trop. Et surtout qu'ils avaient des consignes aussi de pas bouger jusqu'à qu'on leur dise de bouger, parce qu'il fallait tester la combinaison. Parce qu'il faut savoir aussi que c'était la première fois que SpaceX faisait une combinaison de sortie. Il faut avoir confiance, quoi. Ouais, oh un peu, ouais. La première, vas-y. Faut avoir l'esprit pionnier, quand même. C'est ça, un petit peu. On l'a merdé. Ouais, c'est un peu ça. Et du coup, c'est vrai qu'ils sont dans une position un peu bizarre. Et après, lors du live, en fait, on le voit qu'il bougeait pour tester en fait la combinaison, parce que c'était la première fois qu'il a testé en réel, quoi. Ouais, ça cherchait des feedbacks, quoi. C'est ça, complètement. Donc, ils étaient en train de leur dire, bouge le bras correctement, etc. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu es à l'aise, etc. Voilà. Non, I'm stuck in space, bro. Les tenues qui ressemblent vachement au film Interstellar, d'ailleurs. Oui, un peu. C'est fou, le côté très... elles ont l'air d'être très ergonomiques visuellement par rapport à celles de la NASA, où on se dit qu'ils ont réussi à faire un step dans l'ergonomie de la... Enfin, je sais pas trop comment dire, mais... En fait, c'est surtout que SpaceX, pour faire cette combinaison, ils se sont basés sur celles qu'ils avaient déjà pour leur capsule, qu'ils utilisaient pour... c'était une combinaison intra-véhiculaire, qui servait que s'il y avait une dépressurisation de la cabine. Donc, en fait, ils ont juste pris le modèle de base et l'ont amélioré pour pouvoir faire des sorties dans l'espace. Et c'est vrai que quand on compare avec des images... Bon, là, on les a pas, mais des images de sorties extravéhiculaires dans l'ISS, où on voit où il y a la grosse combinaison, de fou, qui est d'ailleurs... on a besoin d'une personne en face pour pouvoir la mettre. On ne peut pas la mettre tout seul. C'est très contraignant, c'est très rigide. En plus, les tailles, par exemple, pour les femmes astronautes, les tailles sont souvent trop grandes. Donc, c'est pas pratique non plus. Là, les combinaisons de SpaceX, elles sont faites entièrement sur mesure, en fait. Donc, voilà. Ah, oui, Et je voyais des gens se poser la question aussi. C'est vrai que tu peux la garder après. Hein. C'est vrai qu'on parle de SpaceX. Pourquoi c'est
enfin, tu vois, c'est des entreprises privées. Oui. Maintenant, qui se retrouvent, la NASA n'a plus l'argent pour faire ça, parce que c'est vrai que là, j'ai aucune idée de combien ça doit coûter, mais ça doit coûter vraiment très cher, quoi. Oui, alors en fait, la NASA fait aujourd'hui fait beaucoup appel à des entreprises privées, dont SpaceX, pas que, parce que la NASA n'a plus les fonds, c'est plus comme dans les années 60, la course à la Lune, etc. Et du coup, ils n'ont plus les fonds pour pouvoir faire leur propre programme. Donc la NASA, en fait, dès qu'il y a des programmes un peu, là pour Polaris Dawn et pour le programme Polaris, la NASA n'est pas du tout impliquée. Okay. C'est directement Jared Isaacman qui a proposé à SpaceX, j'aimerais faire un programme spatial qui va contribuer aussi à développer des technologies spatiales. Donc, et potentiellement, si tout va bien, ils vont peut-être aussi aider la NASA à potentiellement réparer Hubble. C'est pas encore sûr, mais c'est dans les papiers, on va dire. C'est vraiment les bisbilles justement un peu de l'espace, parce que est-ce que quand une entreprise là justement comme SpaceX fait cette avancée, est-ce que toutes les tests là, les 30 expériences, etc. Ils les partagent, ou est-ce que ça reste que pour eux? Non, en fait, c'est plein d'universités qui, je pense, il y a dû avoir un appel, leur dire, on a de la place sur Polaris Dawn, venez, si vous avez besoin qu'on teste des choses, venez. En fait. Et c'est plein d'universités aux États-Unis, etc., qui proposent leur petite expérience. C'est l'occasion, pour pas trop cher, de pouvoir faire tester pour une petite avancée scientifique. C'est ça, exactement, en fait. Donc c'est ça aussi le côté, ce qui est bien avec ce programme-là, où c'est vraiment pas, on n'est pas dans le tourisme spatial pur. Il y a vraiment une vraie recherche de progression dans la technologie spatiale, et aussi de rendre le spatial accessible, même si accessible avec des gros guillemets quand même, mais via, justement, proposer à des universités de pouvoir faire leurs expériences sur ce genre de mission, au lieu d'attendre d'aller sur l'ISS, par exemple. Parce que, et là, les civils qui étaient dans la capsule, ça reste des gens justement de l'entreprise de SpaceX. Il y en a deux, oui. Ils n'ont pas fait non plus un appel en mode qui est chaud. Non. Alors il y a Jared Isaacman, il y a Scott Pottit qui est un ancien pilote de la Air Force et qui est un collègue en fait, parce que Jared Isaacman est pilote privé. Ok. Et il y a Anna Menon et Sarah Gillis qui sont deux employées, toutes les deux, de chez SpaceX. Donc ça fait quelques années qu'elles sont là-bas, mais elles sont ingénieures. Petit lundi au taf, quoi. Donc Est-ce qu'ils ont une formation du coup comme peuvent l'avoir, j'imagine peut-être pas aussi poussé que les astronautes de la NASA ou ce qu'on a en Europe, mais est-ce qu'ils ont une formation? Oui, totalement. Oui, ils sont formés pendant. Alors là, je sais pas trop, mais non, généralement c'est 1 an. Une préparation et une mission spécifique. J'imagine même se prendre léger de départ, etc. Oui, centrifugeuse, ils ont fait des sauts en parachute, ils ont volé en Alpha Jet aussi, parce que Scott Pottit et Jared, ils ont un truc avec des avions, des avions de chasse, donc ils ont pu aussi s'entraîner à voler. Ils ont fait comme des vrais astronautes professionnels, sauf que ça n'a pas été géré par la NASA ni par quelconque agence spatiale. Et là, c'en est un comme ça, mais je veux dire, à terme, dans les années à venir, il y en aura peut-être de plus en plus. Là, déjà, comment ils se mettent d'accord, en fait, tu vois, je veux dire, ça appartient à personne, l'espace. Donc, il faut demander à qui, en fait. Non, mais je veux dire, si d'un coup, tu as 10 missions comme ça par semaine, dans les années à venir, comment ça se passe, en fait, tomber d'accord sur les... C'est la FAA, je vais essayer de traduire, c'est l'administration... fédérale aéronautique, quelque chose, à peu près ça. C'est les Américains, qui donnent les autorisations de vol. Par exemple, pour le Starship de SpaceX, là en ce moment c'est un peu la galère parce que la FAA ils sont en mode on n'est pas sûr que vous puissiez voler, etc. En fait, c'est eux qui disent, si ils vous disent oui pour voler, vous pouvez voler. Et pour le monde entier? C'est eux qui disent aux Chinois aussi potentiellement? Non, c'est que majoritairement que pour le sol américain. Après, ce qui se passe en Europe, c'est par exemple la Kourou pour le centre spatial guyanais, ça se passe entre eux. Et ensuite, les Chinois, alors là, les Chinois, ils ont leur propre programme spatial et eux, ils s'en fichent complètement d'avoir l'avis de la FAA. C'est pour le sol, mais comment ça va se passer à terme là-haut en termes de... Des croiseurs interstellaires. Il y a déjà une station spatiale chinoise en orbite et ça se passe très bien. C'est marrant parce que moi j'avais fait un jeu de rôle avec le CNES. Oui. Je sais pas si tu l'avais vu du coup, mais où du coup ça parlait de. En fait, c'était la gestion des satellites qui tournent. Des débris spatiaux, etc. Mais surtout des satellites qui sont là et certains sont russes, certains sont américains, certains sont français, certains sont chinois, etc. Et c'était du coup la gestion de ces accords où en fait c'est
Enfin, c'est une énorme bureaucratie déjà de base, mais en plus, il y a beaucoup de politique. Enfin, c'est le combat de l'espace et du ciel, il est intense, enfin, on va dire, dans les choix. C'est ça. Après, on va dire que chacun fait un peu ce qu'il veut, parce qu'il n'y a pas vraiment de loi qui dit, par exemple, avec les Starlink de SpaceX, que, on en parle énormément, il y en a de plus en plus. Et par exemple... Des satellites, justement, qui sont envoyés c'est ça, en ligne. Je ne sais plus combien, mais un nombre hyper impressionnant 60, pour pouvoir capter Internet absolument partout et pas que, quoi. Il y en a 60 par lancement, d'ailleurs. Et du coup, SpaceX, toutes les semaines, il y a environ un tir de Starlink. Et ça, justement, il y a eu pas mal de problèmes avec les Starlink, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a eu pas mal de manœuvres d'évitement aussi avec les autres satellites qui sont déjà en orbite. Donc, Starlink, c'est un peu compliqué, mais il n'y a pas de loi, en fait, qui régit ça. Enfin, il n'y a personne qui va dire à SpaceX stop, en fait. En même temps, c'est hyper compliqué, parce que c'est vrai qu'on est sur un monde où les choses sont beaucoup gérées par le sol, par les frontières du sol, etc. Alors, comment tu gères... c'est vrai que là, il y a un peu, j'ai l'impression en ce moment on profite. En vrai, pour l'instant, c'est un peu flou. Là où il n'y a pas de frontières, vraiment. Tu vois, oui, c'est ça. Mais comment tu les gères, tu vois? Ça, c'est tous les satellites Starlink qui sont en haut. Oh, waouh. Que je vois sûrement, je sais pas. Alors, j'ai pas vu ce truc, mais peut-être. S'il a sélectionné Starlink, c'est peut-être tous les Starlink. Il y en a environ 6000, Rien que. Alors, moi, c'est une réflexion absolument débile, hein, mais quand on voit les images qu'on voit justement sur la première sortie spatiale civile, c'est du live. C'est-à-dire qu'ils sont à 700 km de la Terre et ça diffuse en live, le gars banal en mode attention, la main droite est un peu bloquée là, remets-la. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire, Repère? T'as envie d'y aller? T'as envie de streamer à 700 km? La connexion. Non, mais c'est vrai qu'on a atteint un stade et là, typiquement, ce qui a permis, j'imagine, on va pas rentrer dans les détails hyper techniques, mais c'est Starlink, justement, l'enchaînement des c'est totalement ça. Et d'ailleurs, quand vous regardez un live de SpaceX, quand vous voyez les images et toutes les séparations des étages de la fusée, c'est Starlink qui retransmet, en fait, c'est via ça. Et là, c'est ce qui a permis aussi d'avoir ce magnifique live de la sortie extravéhiculaire. Enfin, c'était impressionnant. Aussi, pour le dernier vol du Starship, on a eu la rentrée atmosphérique avec le plasma. C'était la première fois qu'on avait ça en direct. C'était incroyable. Enfin, vraiment. Bon, après, chacun son avis sur le Starship. Il n'y a pas de problème. En fait, tu peux avoir tous les avis que tu veux. C'est extraordinaire de voir ça. C'est ça, totalement. Et il y a un gros programme spatial là, privé qui arrive dans les prochaines années, non? Avec fonds de la NASA et Starship, non? Pas du tout? Justement, c'est Polaris. C'est le programme Polaris où, comme j'expliquais sur avec Florent. C'est le mélange des deux, quoi. C'est ça. En fait, non, t'inquiète. En fait, Polaris, à terme, la troisième mission qu'ils ont prévu de faire, c'est être les cobayes, c'est-à-dire les premières personnes à qualifier le Starship de SpaceX, donc qui est la grosse fusée de SpaceX pour vulgariser au max. Et ils vont être les premiers à voler à bord du Starship. C'est eux qui sont prévus, on va dire, c'est être les cobayes. Alors, pour l'instant, le Starship est à état de prototype. Voilà, c'est pas en état de voler et de faire voler des humains à bord. Mais voilà, ce seront normalement les premiers à voler à bord du Starship. Donc voilà. C'est vrai que ça parle aussi du programme Artemis. Oui. Justement, avec ce retour sur la Lune. Oui, totalement. Ouais. C'est vrai qu'il y a Artemis aussi. Alors, Artemis, c'est un plus gros programme, on va dire. Donc là, c'est la NASA qui finance entièrement. Donc Artemis, qu'est-ce que c'est? C'est le programme, c'est un peu notre Apollo à nous. J'aime bien le dire comme ça parce que c'est vrai, c'est ce programme de retour sur la Lune, enfin vers la Lune et sur la Lune. Donc là, le 16 novembre 2022, il y avait Artemis 1, c'était le premier vol, donc c'était le vol de qualification de la fusée, mais aussi de tous les équipements au sol. Donc là, on voit les images, où il y avait également toute la trajectoire en fait, de vol qui a été qualifiée, voir tout si c'est bien passé ou pas. À la fin, ils ont vu qu'il y avait pas mal de dommages sur le bouclier thermique. Donc, le bouclier thermique, qu'est-ce que c'est? C'est la partie de la capsule. Dit comme ça. Le bouclier thermique, ouais. Bouclier thermique. Faut le protéger, apparemment. C'est ça. Et en fait, le bouclier thermique, c'est la partie qui protège la capsule lors de la rentrée atmosphérique. Donc, qui protège aussi les astronautes de se faire cramer dans l'atmosphère. Pour vulgariser. Un peu important, du coup. C'est ça. Et du coup, ils ont remarqué qu'il y avait des petits soucis. C'est un petit peu trop cramé. Donc voilà. Pour Laika, bref. Mais du coup voilà, donc là ils ont décalé à cause de ça, ils ont décalé les prochaines missions. Donc Artemis 2, on est en 2026 ou c'est 2026 si je dis pas de bêtises. Et on a ensuite Artemis. Alors Artemis 2, ce sera un peu particulier parce que c'est la première mission depuis les missions Apollo où on va avoir des astronautes autour de la Lune.
Donc là, il y a 4 astronautes qui ont été sélectionnés. Donc ce sera 100% américain, bien sûr. Mais non. Et ensuite, on aura Artemis 3. Donc voilà, vous avez les astronautes. Vous avez Victor Glover, vous avez Christina Koch. J'ai du mal à prononcer son nom de famille. Désolée. Christina, c'est cri-cri. Hein. C'est la famille. C'est ça. Donc Victor Glover, Christina, Jeremy Hansen et Reid Wiseman. Et donc, ce seront les 4 Américains qui vont revenir autour de la Lune. Et ensuite, il y aura Artemis 3. Et Artemis 3 qui est là, prévu... c'est un lunissage prévu, non? Oui, Artemis 3, ce sera aussi avec le Starship lunaire, d'ailleurs. Et parce que question, c'est vrai que je vois des gens... parce qu'en fait, l'espace, c'est vrai que c'est toujours... Il y a beaucoup de gens qui sont fascinés. Il y a beaucoup de gens aussi qui se demandent un peu le pourquoi. Oui. Tu vois, et c'est vrai que... Il y a un peu ce truc, on a l'air d'avoir coché cette case de la Lune. Pourquoi, justement, le retour sur la Lune Alors, il y a plein de raisons différentes. Ça qui est compliqué avec le spatial, c'est que chacun a un petit peu ses intérêts. Majoritairement, il y a le côté, on y retourne majoritairement pour préparer les futures missions plus lointaines, on va dire Mars. Est-ce que ce serait aussi considéré comme un point, justement, peut-être qu'on pourrait utiliser en intermédiaire? Possible, oui, totalement. En fait, ils sont en train de vraiment étudier tout ce qui est de rester de façon pérenne sur la Lune, donc habitat, etc. Donc, c'est dans cette optique-là, majoritairement. Et la Lune en HD. Et la Lune en HD. Pour l'instant, en vrai, les images sont mimes, tu vois. Mais la Lune en HD, quoi. En 2020, elle vient de chier sur la plus grande conquête de l'humanité des années 60. Ouais, vraiment. Vraiment, Lune HD. Ça a pas bossé, les appareils ou... Ouais, c'est clair. Non, mais ça dégoûte. On a tous envie de voir, quoi. Mais c'est totalement ça. Et après, il y a une question aussi géopolitique, mais ça concerne plus la NASA, c'est qu'il y a les Chinois aussi qui vont sur la Lune. Ils sont déjà arrivés, donc il y a les petits rovers, Chang'e, tout ça. Et du coup, la NASA, s'ils vont que les Chinois y sont, ils peuvent pas dire « Ah non, nous, on n'y va pas ». Voilà. Non, on est encore là-dedans quand même, un petit peu. Il y a une deuxième course un peu à l'espace avec les Chinois. Un petit peu, surtout entre les Américains et les Chinois. Nous, en Europe, on n'est pas trop. On est plus à collaborer avec les Chinois. Il y a une mission du CNES d'ailleurs. Ouais, nous, on est Team Chine là maintenant. C'est pas Team Chine, mais c'est plus, par exemple, le CNES a fait une mission récemment en collaboration avec l'agence spatiale chinoise aussi. Donc voilà, après oui, le côté américain, américain versus chinois, malheureusement c'est encore le cas, quoi. Il y a aussi un côté, j'imagine, où ça fait peur de laisser un territoire si nouveau et s'y croire à quelqu'un, quoi. Oui, puis il y a le côté, après, comment dire, la Lune, ça appartient à personne, ça aussi. Oui, c'est ça. Mais oui, après ils ont tendance à mettre une étiquette. Hein. Oui, c'est vrai, ça c'est totalement vrai. L'humain a horreur du vide, hein, donc. Voilà, on aime bien remplir. Donc là pour l'instant, donc il y a aussi ce côté-là, mais majoritairement c'est surtout pour avoir quelque chose de pérenne sur la Lune pour préparer aussi aux futures missions plus lointaines. Ouais, au fur et à mesure, c'est reprendre un point d'étape pour se dire, ok, petit checkpoint, on se le revalide. Et on va un peu plus loin. Peut-être, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on en parlait du côté civil et tout, sur le tourisme spatial. Ouais. À quel point, parce que je sais que Virgin faisait des trucs, c'est quoi Blue Origin? Il y a Blue Origin, ça c'est Jeff Bezos, ouais, c'est ça. Patron d'Amazon. Donc il y a Jeff Bezos qui a créé Blue Origin. Donc là vous voyez la capsule New Shepard. Donc c'est une petite fusée qui fait des vols suborbitaux. Alors là c'est vraiment du tourisme spatial, clairement. Donc le vol dure 10 minutes, quasiment top chrono. Je veux pas savoir ce que ça consomme pour 10 minutes. Oui, c'est le truc, je crois que Dude Perfect, ils en ont fait une vidéo YouTube. Oui, il était avec Blue Origin de Dude Perfect. Et en fait, on est d'accord, pardon, je m'exprime toujours super mal dans l'espace, mais en fait, ils montent, ils redescendent, ils ont ce moment justement espace, et ensuite ça... Ça fait une parabole, en fait, c'est vraiment ça. Ils montent, ils vont jusque l'endroit le plus haut de la trajectoire, et ils flottent pendant quelques minutes, c'est vraiment quelques minutes, et ensuite, ils se remettent dans les sièges et ils redescendent sous parachute, parce qu'en fait, le premier étage, lui, revient tout seul. Ça qui est cool. Lui, il revient. Donc, au moins, il est récupéré, quoi. C'est ça. Et ensuite, eux, ils sont récupérés. Enfin, la capsule, en fait, se détache et ensuite revient sous parachute comme. Julien, tu penses que c'est quoi le prix à l'heure actuelle pour faire ça, là? Dis un prix. Je sais pas, je dirais. $200 000, comme ça. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il l'a fait. Il l'a fait. C'est $250 000 pour Blue Origin. Je pensais que c'était plus cher.
Et ça, ils en font combien par an? Au final, pas beaucoup. Ils avaient des problèmes un peu sur la... J'imagine qu'il doit y avoir des listes d'attente. Il y a des listes d'attente. Ouais. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les personnes qui sont à bord ne sont pas forcément des gens qui ont payé le billet. Okay. Il y a aussi des organismes qui veulent démocratiser l'accès à l'espace, payent des tickets. Par exemple, l'astronaute que vous voyez, parce que ce sont des astronautes officiellement. Des moments où tu es parti, t'es une astronaute. En fait, ils dépassent la ligne de Kármán, qui est la ligne arbitraire à 100 km. À 100 km, c'est la frontière de l'espace. Tu dépasses la ligne de Kármán, tu es considéré comme un astronaute. Voilà. Donc, même si ça dure 10 minutes. Tu disais, ils sont invités par... Ils sont invités par des organismes qui veulent démocratiser l'accès à l'espace. Et en fait, ils leur payent le billet. Ils leur disent, voilà, vous voulez partir sur Blue Origin, on vous paye tout. Et ils y vont. Et en vrai, c'est cool. Hein. Par exemple, c'est des gens comme vous et moi qui vraiment... qui ont $200 000 à mettre, mais... Non, justement pas. Non, justement. du coup, ils sont invités. Mais qui sont invités, en fait, pour justement démocratiser l'accès à l'espace. Et ça, c'est... En vrai, est-ce qu'il faudrait vraiment démocratiser l'accès à l'espace? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Écoute, je sais même pas... Est-ce que vous aimeriez bien aller, Whitney? J'imagine que ça fait partie de tes rêves, non? Moi, on me propose un vol Blue Origin, ou on me propose surtout un vol orbital avec SpaceX, que je dis pas non, tu vois. Je dis pas non. Toi, t'es fan, c'est ta passion, l'espace. Non, on me dit oui. Tiens, par curiosité, parce que c'est vrai que dans le chat aussi, je suis curieux. On va faire un sondage dans le chat pour savoir. Je vais être honnête, l'espace, c'est la chose qui m'a le plus fascinée dans toute ma vie entière, depuis que je suis toute petite. Les films, mon film préféré, c'est Apollo 13. Bon. Mais en même temps, il y a un moment où il y a aussi un côté, pour le coup... où la morale te rattrape, quoi. 10 minutes. Enfin, je me dis, tu fais rien. Tu vas juste pour y aller. Tu participes pas à une avancée. Je pense que c'est très difficile à dire non si on te le propose, tu vois, mais en même temps, t'es un peu là pour le coup. T'as quand même la conscience qui joue aussi, et la conscience, l'aspect écologique, mais ça, en vrai, c'est des vraies questions. Tu vois, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, l'aspect où tu te dis, en fait, tu pourrais participer à des petites recherches. Oui. Par exemple, avec le projet dont tu nous parlais avant. Allez tester la combi. Moi, je vais la tester, j'y vais comme ça, moi. J'y vais comme ça. On est sur une toute nouvelle combi, là. Mais moi, tu me mets la combi, j'y suis, là. Je suis en combi défectueuse 100%. Tu vois, en fait, qu'il y ait une utilisation à ton passage et qu'il y ait besoin de volontaires pour, etc. Parce qu'en fait, de toute façon, les recherches spatiales, on en a besoin pour plein de choses, que ce soit même au niveau médicaments, au niveau de plein de trucs, en fait. C'est ça. Mais par contre, le côté voyage spatial touristique, c'est vrai que moralement, il y a un truc qui bloque, quoi. Enfin, c'est... Ouais, écologiquement et tout, déjà, tu te dis... combien je me demande combien, là, juste propulser la fusée, tu vois, ok, on récupère les pièces, mais combien tu consommes juste. Après, c'est un mélange d'hydrogène liquide et d'oxygène liquide. Donc, c'est moins... par exemple, si tu mettais du méthane liquide... Empreinte carbone, on parle de quoi, genre? Alors, voilà, là, j'ai pas les chiffres. Je peux pas dire, j'ai pas envie de te dire de bêtises, vraiment. Parce que si ça va, par contre, je cours. Hein. Alors, si tu lui dis que ça Paris-New York, là, on s'en parle plus. Si on parle vraiment en conscience écologique, le tourisme spatial, alors, ça va pas se démocratiser comme ça. Enfin, il y a très peu de vols par an pour se dire c'est une catastrophe. Pour l'instant. Pour l'instant. Ah oui, pour l'instant, je suis d'accord. Mais après, ce sera toujours beaucoup moins que l'aviation, l'aviation commerciale, par exemple. Oui, c'est ça, ce sera toujours moins. Après, bon, voilà, c'est sûr que Blue Origin, ils utilisent de l'hydrogène liquide, de l'oxygène liquide. C'est sûr que c'est moins que par exemple la fusée de SpaceX qui utilise du kérosène et de l'oxygène liquide. Donc tu vois, c'est toujours moins, mais c'est voilà, ça reste du tourisme spatial, même si des fois il y a des expériences scientifiques chez Blue Origin et Virgin Galactic, ils le font, il y a des missions 100% scientifiques, mais oui, ça reste comment dire, c'est pas des vols nécessaires. Ouais, en fait, voilà, c'est pas nécessaire. Parce que moi, en fait, il y a un truc où, quand on pose un peu la question dans le chat, c'était faut-il démocratiser l'accès à l'espace? Donc les gens ont répondu à 75% non. Mais qui est différent déjà de si on vous propose d'aller dans l'espace, que vous dites oui ou non. Moi, ça me terrifie. Ça a tendance un peu à me terrifier. Tu vois, les films genre Gravity et tout. Le côté d'être tout petit par rapport à un truc énorme et le noir absolu. Mais d'ailleurs, j'étais curieux parce qu'il n'y avait pas 2 astronautes qui étaient bloqués là. Il y avait cette histoire. Ils sont toujours là, ils sont dans l'ISS là. Ah oui, alors ils sont pas bloqués. Alors je peux pas rassurer tout le monde là-dessus. Alors, moi, je suis panicman. Donc on parle des sujets qui fâchent. Non, je rigole. C'est juste que il y a la capsule de Boeing, donc de Boeing Space, parce que Boeing fait aussi du spatial, qui a eu des petits soucis, parce qu'en fait, la NASA a engagé Boeing Space et SpaceX pour faire des capsules pour faire la rotation du sol américain vers l'ISS, en fait. Okay. Sauf que SpaceX, ça s'est très bien passé. Et Starliner, donc la capsule de Boeing,
Boeing, Voilà. ça fait beaucoup. Hein. Ouais. Ça commence Ah, à ouais. s'accumuler. Boeing, On entend beaucoup ce nom quand même. Et en fait, là, ils ont fait c'était le premier vol de qualification avec des astronautes. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des petits propulseurs de la capsule, en fait, qui permettent de bouger la capsule vraiment dans l'espace, dans le vide spatial, qui ont eu des gros soucis. Et en fait, pour les protéger, enfin pour éviter aucun risque, en fait, ils leur ont dit, vous restez, au lieu de rester quelques semaines, un mois à bord de l'ISS, vous allez rester 8 mois, quoi. Donc, ils sont pas bloqués, en fait, c'est juste un petit peu contraints. C'est les vacances qui ont été vraiment. Ils sont vraiment bloqués, quoi. Voilà. Et du coup, ils vont repartir avec l'équipage de Crew 9, qui est l'équipage qui va partir avec la Crew Dragon de SpaceX. Ils vont repartir en février prochain. Ok, d'accord. Donc c'est quand même pas bloqué, mais. Oui, c'est un petit tempo, quoi. Ouais, c'est ça. On a laissé les clés. C'est ça. Il y a quelques boîtes de lyophilisés là-haut. C'est. Parce que là, la capsule, elle est redescendue à vide. Du coup, et là, ils vont aller étudier à fond pour voir ce qui s'est passé. Voilà. Non, mais moi, j'avoue que dans l'espace, il y a un truc qui m'intrigue un peu, c'est l'overview effect. Tu sais, c'est ce que rappellent les astronautes. C'est en gros, à partir d'un moment où tu restes assez longtemps dans l'ISS et au-dessus de la Terre, tu as un peu cette impression il n'y a plus trop de frontières et que là, tu te rends compte que la Terre est très fragile au milieu d'une immensité sans fin. Enfin, tu as l'impression, quoi. Et donc, du coup, il y a cette impression de, voilà, quoi, les frontières, ça n'a plus trop de sens, les nationalités, tout ça. Et c'est vrai que ça doit être intriguant, tu vois, cette impression d'universalité, en tout cas de ton monde, et de te dire, ouais, en fait, il faudrait propulser les fachos dans l'espace. Finalement. La conclusion. c'est beau. Pas si mal ce tourisme spatial. Mais donc, ouais, ça m'intriguerait, tu vois, ce côté un peu overview effect. En tout cas, juste en discuter avec Thomas Pesquet, s'il veut venir un jour. Voilà. Prendre un petit café, c'est toujours plaisir. Et toi, vrai, je pense qu'il dirait oui. Hein. Et toujours. Il faut lui demander. Hein. Ah allez, Thomas, on lance l'appel. C'est vrai qu'on avait eu la chance de l'avoir à J'ai son numéro, si vous voulez, on peut l'appeler tout de suite. On va essayer. L'enfer, le pauvre. C'est horrible. Ouais, vraiment. Ouais, Julien, je dors. Laisse-moi. Non, Julien, toi, c'est un truc qui te tente, qui te... Non, moi, l'observation d'en bas, dans les Cévennes, ce qui est magnifique, c'est que c'est un ciel étoilé absolument incroyable. Donc, j'apprends à mon fils à regarder Mars, à lui dire, tu vois, là, ce qu'on regarde, c'est Mars, Jupiter, parfois, dans des moments assez incroyable où une étoile devient soudainement tout un monde pour lui. Mais cette observation d'en bas du sol, moi, elle me va très bien et surtout, elle m'aide à me ramener à ce que je suis, c'est-à-dire à ce que nous sommes, c'est-à-dire pas grand-chose sur une planète qui va pas au top. Et souvent, je me dis, quand je suis là et que j'observe comme ça, je me dis, ouais, ça va, quoi. On est rien et autant faire en sorte que ce qui est là autour soit un peu mieux soigné. Mais non, je serais extrêmement flippé de pouvoir aller. Je comprends. Plutôt dans la team de PR. Je partage entièrement. Mais Whitney, merci énormement. En tout cas, c'était trop intéressant. Petite review spatiale sur plein de questions un peu que les gens peuvent se poser aussi dans le chat. N'hésitez surtout pas, honnêtement, à suivre Whitney Space Explorer W sur Twitter, mais aussi sa chaîne Twitch et partout en fait. Sur tous les réseaux. Sur Insta, tout Donnez ça, de la force sur tous les réseaux. Vous mettez tout dans. Il y a tout justement dans le chat là qui est là. C'est suivi. Et lui sur en direct, lui, on n'a rien à foutre. Lui, il est là avec son tel. On s'amuse. Mais ouais, merci encore en tout cas. Merci à vous. Très bonne soirée à toi, ciao. Merci Whitney. Je te laisse, c'était super intéressant. Les gens disent. Top, hein. Au milieu, ça dit meilleur endroit, les Cévennes. C'est réel. Il y a la team qui est là. Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a Hugo Lisoire qui était passé et qui nous avait fortement recommandé Whitney. Et c'est vrai qu'entendre des gens à la fois passionnés, qui sont aussi passionnants et qui sont bien informés, ça fait plaisir pour pouvoir être update. Et toi, ça te fait flipper du coup l'espace? Genre quand tu vois des photos de Mars par exemple, ça te fait rien, ça me fait rien, tu vois. Ça te stresse un peu, ça te dit putain, c'est une autre. En fait, ça dépend parce que là, tu vois, par exemple, le vol aller-retour où tu montes et tu descends, ça va, tu vois. Mais le moment en mode ISS. T'as peur d'être dans l'isolation. Ouais. Ouais, j'avoue que. Mais moi, en vrai, je crois que je suis un peu team Julien. Juste, j'ai pas encore exploré à ce point parce que je reconnais rapidement la grande ours, mais vite fait. C'est la grande de casserole. C'est ce que c'est. La grande de casserole. Non, mais tu peux être passionné en fait sans avoir envie de t'y rendre en fait. C'est aussi, c'est aussi ça la magie finalement de l'espace. Moi, je crois que c'est un peu comme les baleines, tu vois. Enfin bon, attends. Tu veux dire. Parlons de nos expériences maintenant. Tu peux adorer les baleines sans en posséder une en fait. Non mais j'allais dire, tout le monde estime que. C'est-à-dire qu'on pensait pas qu'il allait avoir une transi animaux à un moment parce que on y retourne. Dans l'espace, c'est difficile, tu vois. Et elle vient pas sur la tortue en plus, c'est très fort. C'est genre les baleines, j'adore les baleines. Bon, bref. Moi aussi. Mais je trouve qu'il y a ce côté, en fait, c'est ce côté gigantisme où c'est fascinant. Vraiment, je les adore, elles me fascinent et en même temps, elles me terrifient.
Mais ça enlève pas le fait qu'elle me fascine, tu vois. Mais c'est ce côté qui est si grand que je me dis, genre, je les adore, mais j'aurais très peur de me retrouver à côté. Ben, je trouve que l'espace, c'est ça en décuplé. Et du coup, il y a un peu ce côté, c'est terrifiant. Et comme tu dis, même déjà depuis le sol, en fait, ça t'engloutit quand tu le regardes. Et c'est en même temps magique. En même temps, il y a un moment où tu commences à paniquer comme ça. Mais du coup, je me dis, l'expérience d'au milieu, ça doit être c'est jamais un peu dans ce genre de... Il y a Balade Mentale, qui est une chaîne YouTube qui est absolument passionnante, qui avait fait une vidéo plongée dans l'infiniment grand pour essayer de se remettre un peu en perspective, que ce soit notre univers, etc., et la place dans le monde. C'est un peu badant au bout d'un moment, parce que c'est vraiment 20 minutes de vidéo où tu fais que dézoomer en boucle, et t'es en mode, putain, mais encore. Ouais, génial, mais je vous recommande, et il a fait la même sur Infiniment Petit aussi. Qui fait bader, par contre, ça. Oui, les deux. Mais qui est vraiment génial, et au global, la chaîne YouTube de Balade Mentale, qui est vraiment top. De toute façon, pour l'être humain, changer de perspective, changer d'axe de regard, d'échelle, c'est vraiment quelque chose qui aide à comprendre le monde. C'est vraiment précieux. Donc c'est un truc à faire à sa façon, hein, je veux dire, de regarder autrement, de changer de prisme, en fait. C'est ça qui tue notre époque. C'est le prisme unique qui offre une vision unique et une croyance unique qui finit par te faire déterminer ce qui est vrai, faux, et si l'autre pense l'inverse. Enfin, il y a un truc sur le regard à changer et parfois la prise de distance aussi, dans un monde qui accepte plus ce temps-là de réflexion, etc. Et c'est hyper intéressant. Putain, mais Julien, il faut qu'on l'invite. Ah merde, j'étais chiant. Oh, pardon. T'es jamais chiant. Je te trouve toujours hyper inspirant, hyper posé. Je me suis dit, mince. Non, honnêtement, et à chaque fois, les gens trouvent que tu es prof de philo, cet homme. J'ai envie que tu me kidnappes dans les Cévennes. J'ai envie que tu me montres ça. Voilà, Julien, ce que j'ai envie. Je te le dis, je sais pas. Je sais pas depuis le début, maintenant je me lâche.